Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le mardi de Stu, le premier depuis plusieurs semaines. Sur votre calendrier, vous avez sans doute remarqué quelques cases vides. En juin et en mai, on a raté quelques mardis de Stu, mais ce n'est pas parce que vous m'évitez, Stu, n'est-ce pas? Non, je ne cherche pas à vous éviter, Dave. C'est seulement que les marchés ont été très animés ces derniers temps. Mais ça fait plaisir d'être de retour. Oui, et on va faire le point car il s'est passé tellement de choses au cours des 3 dernières semaines, ou en tout cas depuis la dernière fois, et beaucoup de choses intéressantes avec ça. Je suis sorti ce week-end avec des amis et ils m'ont littéralement bombardé de questions sur l'actualité, mais je ne vois personne de mieux que vous, Stu, pour nous aider à y voir plus clair. On va donc se lancer dans un ragoût de l'investissement, peut-être commencer par un sujet qui est tout à fait dans vos cordes, à savoir les résultats bancaires. Y a-t-il eu quelque chose d'intéressant dans les résultats bancaires publiés au Canada cette fois-ci? Eh bien, Dave, les banques canadiennes affichaient déjà une très bonne performance boursière avant la publication des résultats. Les banques du monde entier se portent plutôt bien depuis longtemps. Et les banques canadiennes ont continué sur leur lancée, même lorsque certaines banques américaines ont commencé à consolider une partie de leurs gains récents. Il est toujours utile de réfléchir à la situation avant le début du trimestre. On observe un regain d'enthousiasme à l'échelle mondiale autour de certains projets d'investissement qui vont voir le jour au pays. Nous aurons un forum sur l'investissement à l'automne organisé par le premier ministre Carney et différentes infrastructures pourraient voir le jour, principalement dans l'Ouest. En tout cas, un enthousiasme autour des infrastructures au Canada. Cela pourrait donc conduire à une croissance des prêts, à des marchés financiers solides, à une gestion des patrimoines solides. À l'approche du trimestre, l'enthousiasme était donc de mise. Les valorisations ont vraiment atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis un certain temps. Souvent, lorsque cela se produit et que l'on reçoit le rapport, la question est de savoir si les résultats sont suffisamment bons pour répondre aux attentes du moment. Et je dirais que d'une manière générale, ils ont été très solides. Les secteurs que l'on pensait voir se renforcer se sont effectivement renforcés. Les marchés des capitaux, les bénéfices de la gestion de patrimoine, les marges d'intérêt net, qui s'étaient considérablement élargies par le passé, ont commencé à se modérer légèrement. Et la croissance des prêts reste d'une manière ou d'une autre très faible. On a donc quitté la saison des résultats avec un léger fléchissement des titres, mais les raisons à moyen terme liées à l'espoir d'une reprise au Canada sont toujours d'actualité. Les actions se sont donc bien comportées autour de la publication des résultats et au final, c'est ce que nous avons retenu. Oui, elles se sont plutôt bien comportées et nous reviendrons sur ce que nous avons vu vendredi dans le secteur technologique et sur quelques autres aspects de ce qui s'y passe. Mais avez-vous l'impression qu'il y a un changement de leadership ou une rotation s'éloignant de ce qui a largement animé les marchés ces derniers temps? Je dirais que cela dépend un peu du marché. Les marchés se sont quelque peu resserrés au cours des 6 dernières semaines environ. Au Canada, les secteurs de la finance et de l'énergie ont continué à afficher une bonne tenue. L'or a perdu une partie de la vigueur qu'il avait en début d'année. Mais dans un marché aussi favorable, un secteur prend le relais d'un autre. Aux États-Unis, ce sont les semi-conducteurs qui ont vraiment tiré le marché vers le haut. Je crois que nous en avons parlé il y a 2 ou 3 semaines, en particulier des actions du secteur de la mémoire. Cela peut être assez cyclique, mais la conviction qu'avec toutes les nouvelles technologies d'inférence et d'intelligence artificielle, nous allons avoir besoin de plus de mémoire et qu'il faudra un certain temps avant que cette capacité ne soit mise en service. Cela a entraîné une forte hausse des prix de la mémoire et des actions elles-mêmes. Bien sûr, chaque fois qu'un thème prend beaucoup d'ampleur, le marché a tendance à le pousser à l'extrême du thème, si l'on peut dire. Et face à cet extrême, il faut réfléchir à plusieurs niveaux. Le premier est la valorisation, le second est le volume d'argent qui afflue vers un secteur en très peu de temps. Et aujourd'hui, la capacité de Wall Street
et d'autres acteurs à créer un mécanisme permettant d'acheminer cet argent très rapidement est assez élevé. On voit un FNB se former autour d'une mémoire appelée DRAM. On voit apparaître des opérations à effet de levier partout dans le monde. Ainsi, lorsqu'un thème intéressant émerge, l'afflux massif de capitaux à court terme qui s'ensuit peut être considérable. Et cela a duré plusieurs semaines. Puis, comme vous l'avez mentionné, vendredi, nous avons assisté à un léger retournement de tendance. Parfois, il n'y a pas vraiment d'autre raison que le fait que les achats s'essoufflent un peu et qu'on assiste à une correction. Encore une fois, comme chaque fois qu'il y a un thème fondamental dans lequel les gens investissent sur une longue période, on va voir des épisodes de volatilité autour de ce thème, ce qui n'est en réalité que la façon dont le marché se défoule ou cherche des moyens de réaliser des profits sur une période plus courte. Oui, lorsque les valorisations sont plus élevées, la volatilité a tendance à augmenter également. Et nous en avons beaucoup parlé dans les épisodes précédents, notamment au sujet des attentes qui atteignent un certain point où il n'est tout simplement plus possible de les satisfaire ou qui sont si élevées que même quelque chose de spectaculaire ne suscite qu'un bof, ça va, on a déjà vu ça auparavant. Et là encore, pour une raison ou une autre, les achats s'arrêtent tout simplement. Et quand on a ces valorisations élevées, on assiste parfois à un recul assez rapide, comme celui que nous avons vu vendredi, même si ces actions sont remontées aujourd'hui alors que nous enregistrons cette émission lundi. Mais c'est juste un signe de cette volatilité qu'on a atteint ces niveaux de valorisation. J'ai beaucoup de citations en tête. Yogi Berra, le receveur des Yankees de New York, en avait beaucoup de bonnes, bien sûr. En substance, ce restaurant est devenu si populaire que plus personne n'y va. Parfois, quand on observe ces mouvements extrêmes significatifs, il est tout simplement difficile de les maintenir à court terme. Voyez-vous ça, vous devez avoir regardé mes vidéos. J'ai utilisé très précisément cette analogie dans une vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines sur le même sujet. Eh bien voilà, c'est pourquoi vous devez écouter et vous abonner à notre baladon ainsi qu'à la chaîne YouTube. Suivez-nous, surtout lors des mardis de Stu, car si vous passez suffisamment de temps avec Stu en nous écoutant, vous deviendrez nettement plus intelligent. Vos compétences en matière d'investissement vont s'améliorer et vous deviendrez globalement plus avisé. Ici, dans la même pièce, cela me vient par osmose, mais vous devez l'acquérir par les ondes. Alors, Stu, un autre facteur, on reste dans le domaine de la technologie. On va passer d'un sujet à l'autre, on appelle ça investment stew, le ragoût de l'investissement. On met tout un tas de choses dans un pot, on mélange le tout et on en discute. Mais Google s'est manifesté en levant un peu de capital et puis il y a toute une série d'introductions en bourse, je sais que vous en avez déjà parlé, mais nous arrivons au moment où nous allons les voir arriver sur le marché et cela va créer une offre importante. Encore une fois, la demande a été très forte sur le marché boursier, mais est-ce un élément dont les investisseurs doivent tenir compte face à toute cette vague d'introduction en bourse qui s'annonce? Oui, bien sûr qu'ils doivent y penser. Pour chaque événement, il y a un scénario haussier et un scénario baissier. Du côté haussier, les entreprises qui investissent cet argent constatent une forte demande en puissance de calcul. Cela concerne l'intelligence artificielle, l'inférence, la formulation de questions, la résolution de problèmes divers, la recherche de solutions. Elle constate que la puissance de calcul nécessaire est pour elle une véritable source d'émerveillement et d'étonnement. Quand on parle de Google, elle va lever près de 80 milliards de dollars au cours des 6 prochains mois environ, et c'est déjà une entreprise très prospère. Du côté optimiste, on se dit, eh bien, si ces entreprises lèvent les capitaux, c'est parce qu'elles pensent que la demande va être extrêmement forte. Deuxième chose, ensuite, de l'autre côté, il y a le dilemme du moins pire scénario, où personne ne veut être laissé pour compte. Alors, est-ce que tous ces capitaux vont générer un rendement? Car cela vous amène à un point de vue un peu plus pessimiste. Et voici une autre citation. Il n'y a pas de bonne opportunité que le capital ne puisse gâcher.
Si vous disposez de trop de capitaux, vous y investissez trop de ressources et la demande, même si elle est très solide, ne répond tout simplement pas à ces attentes. Ainsi, sur l'ensemble du spectre du marché boursier, nous devons réfléchir à tout cela très attentivement. Et vous vous retrouvez face à une entreprise qui investit dans un centre de données et qui a conclu des contrats avec une entité notée. Elle a défini précisément comment elle va l'approvisionner, comment elle va le financer et quel type de rendement elle va en tirer. Vous passez donc en revue toutes vos hypothèses et travaillez sur les flux de trésorerie qui en résulteront, puis vous devez déterminer la valorisation de ces flux de trésorerie sur le marché. Nous sommes encore dans une phase où c'est l'optimisme concernant les flux de trésorerie et non les flux de trésorerie eux-mêmes qui vont entraîner ces fluctuations importantes des prix des actifs. Vous avez mentionné Google et sa levée de fonds et plusieurs introductions en bourse de très grande envergure. Il s'agit également d'entreprises à très forte intensité capitalistique. C'est comme tout ce qui se passe en bourse, il faut mettre en balance le niveau d'enthousiasme susceptible de persister pendant un certain temps par rapport au montant des flux de trésorerie qui découleront effectivement de tous ces investissements. Et dans chacun de ces cas, les flux de trésorerie sont encore lointains. Nous parlons donc principalement de la probabilité de l'arrivée de ces flux de trésorerie plutôt que de constater des preuves concrètes de leur arrivée effective. C'est pourquoi il y a de la volatilité. Mais quand l'enthousiasme est là, les gens sont emballés, ils veulent avoir un cheval dans la course, ils veulent s'exposer à la possibilité d'un résultat favorable. Oui, c'est l'une de ces périodes où c'est vraiment difficile pour les investisseurs. Je dirais que ça fait déjà un moment que nous traversons une période difficile où l'on voit certains secteurs du marché évoluer à une vitesse fulgurante. On sait qu'il y a une demande réelle, que l'IA, c'est une réalité, et on voit ces différents secteurs exploser. On a vu certains connaître de véritables envolées ces 2 dernières années. Et comme vous le dites, ces derniers temps, ce sont les actions des fabricants de puces, en particulier dans le domaine de la mémoire. On est donc tenté de se dire comment ne pas en profiter, comment ne pas se lancer dans ce secteur. Je passe à côté de tellement de choses. Mais en même temps, il y a une raison pour laquelle on ne le fait pas, et on s'en sortira toujours mieux ainsi. Nous voulons avoir une petite exposition au secteur où il y a des opportunités et de la croissance, mais un portefeuille diversifié est tout simplement la meilleure façon de gérer cela, car c'est souvent quand on va vers les extrêmes que les choses deviennent dangereuses. Et si vous êtes là, sur la corde raide, c'est là que vous pouvez vous mettre dans de réels problèmes si vous ne savez pas exactement ce que vous faites ou si quelqu'un commence simplement à secouer la corde de l'autre côté. Oui, c'est une excellente analogie et je pense que chaque investisseur a des objectifs différents. Mais quand on s'assoit et qu'on réfléchit à la capitalisation de notre capital sur de longues périodes, il s'agit d'être exposé à des secteurs où les flux de trésorerie sont en croissance. À tout moment, on peut toujours se dire je veux m'exposer uniquement à ces flux de trésorerie. Voici une statistique intéressante. L'une des sociétés de courtage de New York organise chaque année en mai une grande conférence intitulée Strategic Decisions Conference. Elle vient de se terminer et nous y avions envoyé quelques analystes. L'un des points qui m'a été soulevé et qui est très pertinent au regard de ce qui se passe actuellement sur les marchés est que lors de la conférence de l'année dernière, le mot anthropic n'a pas été utilisé une seule fois. Nous voici 12 mois plus tard et Anthropic domine le salon. Un portefeuille, c'est un peu comme une symphonie. Différents flux de trésorerie travaillent pour vous à différents moments. Et si vous êtes entièrement exposé à un seul d'entre eux et que celui-ci commence à s'essouffler, il est parfois plus difficile d'apporter des changements à votre portefeuille pour vous remettre sur la bonne voie. Il y a quelques années, vous aviez peut-être décidé que le secteur des logiciels était le secteur où il fallait être, et ces entreprises, pour beaucoup d'entre elles, continueront de prospérer, mais leur valorisation a considérablement changé.
Pendant ce temps, les semi-conducteurs et certains autres secteurs ont pris de l'importance. On observe ce mouvement continu au sein du portefeuille quant à la provenance des prochains bénéfices. Les gens se concentrent toujours sur les bénéfices attendus dans les 12 à 18 prochains mois. Ainsi, dans un portefeuille diversifié, on s'expose à différentes sources de croissance des bénéfices plutôt que d'être fortement pondéré vers une seule. Et on le sait, si je choisis un seul secteur et que je tombe juste, ce sera mieux. Mais d'un point de vue de la capitalisation à long terme, je veux m'exposer à l'ensemble. J'étais clarinettiste, Dave, en cinquième et en quatrième, et il faut savoir que j'avais choisi la clarinette parce qu'elle tenait dans mon sac à dos, pas parce que j'allais forcément devenir un grand clarinettiste. Mais si vous aviez tout misé sur moi et la clarinette dans l'orchestre, vous auriez raté bien des choses au fil du temps. J'étais, quant à moi, bien doué au triangle. Et ça a été un grand succès. J'ai réussi dans ce domaine. Et la cloche à vache, Dave. J'ai l'impression que vous auriez été bon. Eh bien, je classe tout cela dans la catégorie percussion spécialisée. Une autre façon d'envisager le domaine des percussions spécialisées serait de le comparer au marché émergent, où l'on dispose de nombreuses options différentes, mais qui sont regroupées en un seul domaine. Vous et vos collègues, en observant le marché dans son ensemble et en constatant ce qui s'y passe, et les marchés émergents sont en pleine effervescence depuis longtemps maintenant, vous avez examiné la situation et commencé à réfléchir au positionnement que vous souhaitez donner à votre portefeuille d'actions. Puis vous avez pris des décisions. Nous n'allons peut-être pas aborder les détails de cette décision, mais plutôt nous intéresser au moment où vous envisageriez d'intervenir sur un portefeuille. Quels sont les éléments que vous pousseraient à prendre cette décision tactique à un moment donné? Comme pour tout, il faut dresser la liste des raisons pour lesquelles on détient un titre. Puis, si ces performances dépassent largement vos attentes, vous demandez si cette tendance va perdurer. Bon nombre des facteurs positifs liés au marché émergent sont toujours d'actualité. Des devises en amélioration, des régimes politiques en amélioration, une population plus jeune, une démographie plus favorable, de nombreuses ressources naturelles dans bon nombre d'économies des marchés émergents. Cela s'est clairement manifesté avec Taiwan Semiconductor, l'un des plus grands fournisseurs, l'une des plus grandes valeurs. Et puis, certaines valeurs du secteur de la mémoire sont également présentes sur les marchés émergents via la Corée, via SK Hynix et Samsung. Et comme ces marchés se portaient bien, bon nombre de ces thèmes stimulaient les marchés. Mais au cours des 3 ou 4 derniers mois, le secteur de la mémoire a véritablement porté le marché. Et alors que la Corée affichait des performances exceptionnelles, la question était de savoir si les thèmes sous-jacents sont suffisamment solides pour que nous puissions résister à une correction dans le secteur de la mémoire tout en continuant à en tirer profit. Nous avons simplement pris la décision à court terme de nous mettre un peu en retrait, de revenir à une position neutre, pas en sous-pondération, vous avez toujours un bon nombre de titres sur cette liste, mais simplement pour reconnaître que vous aviez enregistré des gains exceptionnels dus à un facteur qui ne reposait pas sur l'ensemble des 5 principes sur lesquels vous pourriez avoir investi. Nous avons donc ramené les marchés émergents à une position neutre. Lorsque nous examinons la répartition de notre panier technologique, nous classons les titres selon qu'il s'agit de technologies de base ou technologies propriétaires et selon qu'ils sont soutenus par des brevets ou d'autres facteurs. Le secteur de la mémoire a été exceptionnellement performant, mais à un certain moment, il s'agit de la composante la plus cyclique du marché. Nous transférons donc une partie de notre exposition au marché émergent vers les États-Unis, où l'on trouve généralement davantage de cette composante de propriété intellectuelle exclusive dans les arguments d'investissement. Oui, on en a déjà parlé, pas à cette émission, mais en marge, lors de différents événements auxquels nous avons assisté. Quand on commence à parler de la mémoire et de cette partie du marché des puces, simplement des puces en général, elle s'apparente presque à une matière première dopée aux stéroïdes. Et sur ce plateau, il y a 3 ou 4 mois, Stu, nous parlions beaucoup de l'or, et quand nous étions en déplacement, les gens nous posaient des questions sur l'or, partout où nous allions. Et maintenant, je ne pense pas avoir reçu une seule question sur l'or depuis environ un mois.
Et c'est parce que vous avez vu l'or monter en flèche jusqu'à environ 5 600 $ l'once et qu'il se situe désormais autour de 4 300 $. Et on constate qu'avec une matière première qui, au fil du temps, tend à se rapprocher de son coût marginal de production, lorsqu'elle dépasse largement ce seuil, elle peut retomber assez rapidement en dessous. Et c'est ce que vous avez observé avec l'or. Et dans certains de ces domaines, comme vous le dites, lorsqu'il y a une pénurie, celle-ci est aiguë. Mais on est capable d'y acheminer des ressources assez rapidement pour résoudre cette pénurie. Et puis, tout à coup, quelques années plus tard, la situation s'inverse et il y a une surabondance sur le marché et les prix évoluent comme on pouvait s'y attendre. C'est un peu l'histoire des puces et de la mémoire dans ces domaines technologiques. Oui, et pour l'instant, toutes les nouvelles qui circulent font état d'une demande qui dépasse l'offre. À terme, l'offre augmentera, qu'il s'agisse de la mémoire ou, si l'on remonte dans le temps, des engrais ou de toutes sortes de choses. Les entreprises entreront dans une période qui peut durer quelques années où les actions seront évaluées non pas en fonction des bénéfices qu'elles réalisent aujourd'hui, mais en fonction de la durée pendant laquelle ces bénéfices resteront solides avant de revenir à leurs normes cycliques. Et les gens diront, eh bien, elle va le temps en milieu de cycle et il y a tant d'années de bénéfices supplémentaires que nous allons récolter. Donc, nous additionnerons ces deux éléments et c'est ainsi que nous évaluerons les actions. La seule chose à laquelle il faut faire attention dans cette analyse, c'est que lorsque le cycle s'inverse, les gens reviennent souvent directement aux bénéfices normalisés. Ils ne profitent pas vraiment de cet excédent de flux de trésorerie qu'ils pourraient générer, car souvent cet excédent est réinvesti dans de nouvelles capacités de production qui, à leur tour, jettent les bases de la croissance. Dans le cas présent, les fabricants de mémoire s'efforcent d'être très rigoureux, ils tentent de signer des contrats à long terme et de tout mettre en place pour essayer de prolonger le cycle et de préserver la rentabilité. Nous verrons bien, il est encore trop tôt pour se prononcer. Comme je l'ai dit au début, il y a toujours les éléments fondamentaux qui expliquent comment cela pourrait fonctionner. Mais quand l'enthousiasme entre en jeu, avec des effets de levier simples et doubles, et compte tenu du nombre d'options qui pourraient être exercées sur ces sociétés, nous devons reconnaître qu'une partie de cette activité n'est pas fondamentalement justifiée. Et ce sont ces deux aspects que nous devons toujours mettre en balance. Oui, c'est toujours intéressant lorsque nous abordons ces domaines, et nous aurions pu citer les producteurs d'énergie, le secteur pétrolier, le gaz, l'or. Maintenant, nous sommes dans le secteur des puces électroniques. Et n'importe lequel de ces domaines qui ont connu une hausse extrêmement rapide et atteint des valorisations élevées. On lit un rapport d'analyste sur une action particulière du secteur ou sur le secteur dans son ensemble, et on se dit que cette fois-ci, la direction est beaucoup plus avisée, elle a tiré les leçons du passé, même si ces leçons ne se présentent généralement qu'une fois tous les 25 ans. Vous avez écarté une grande partie de la direction qui était en place auparavant, mais au moins ils ont étudié la question, tiré les leçons du passé. Sauf que lorsque cet argent se trouve juste devant vous en ce moment, il y a ce prix élevé sur quelque chose que vous pouvez produire. Vous avez généré ce flux de trésorerie. Je vais prendre ce flux de trésorerie et augmenter légèrement l'offre, car je peux obtenir ce prix dès maintenant. Encore une fois, cela se retourne toujours contre soi. Et on a tendance à voir, comme vous le dites, que les choses se normalisent avec le temps. C'est pourquoi il faut être très prudent en tant qu'investisseur lorsqu'on court après quelque chose. Mais courir après des actifs excédentaires est presque toujours la recette d'une mauvaise expérience d'un point de vue investissement. Oui, je pense que j'ajouterais simplement qu'il faut disposer d'une boîte à outils différente. Il faut être conscient que si l'on achète un titre dans un cycle en accélération, il faut avoir un plan d'action au cas où le cycle ralentirait. L'autre point que je voudrais juste mentionner à ce sujet, c'est que parfois, lorsque l'actionnariat passe de la main d'investisseurs peut-être plus traditionnels à des investisseurs axés sur la valeur, puis à des investisseurs axés sur la croissance, voire à des investisseurs de tendance. Cette activité exerce également une certaine pression sur la direction de l'entreprise, car la dernière chose qu'elle souhaite, c'est décevoir ses actionnaires.
et c'est un équilibre délicat que de prendre des décisions pour chacun de vos actionnaires afin d'optimiser les résultats à long terme. Ainsi, lorsque les actions se comportent extrêmement bien, vous devez reconnaître que les attentes ont changé, que la base d'actionnaires a changé. Tout le monde ne réagira peut-être pas de la même manière à l'annonce d'un éventuel changement demain. Et les outils que vous choisissez dans votre boîte à outils pour chaque situation deviennent alors très importants. Par exemple, si j'achète un titre qui est en baisse depuis longtemps et que j'ai décidé que sa valeur liquidative est le double de la valeur de l'entreprise, et que je commence à acheter des actions, dans cette situation, vous essayez de jouer le jeu du quand et non pas si. Et cela peut être décevant, car cela peut prendre plus de temps et vous n'obtenez alors pas le rendement escompté. L'idéal, c'est d'acheter un titre qui est au plus bas et que le cycle change dès le lendemain, ce qui vous procure un rendement exceptionnel, vous vous croyez brillant, mais en réalité, le cycle s'est simplement inversé plus vite que prévu. D'autres fois, le cycle prend plus de temps et le rendement est alors retardé. Lorsque vous vous lancez dans le jeu des attentes élevées, vous devez avoir une compréhension très approfondie de ces attentes afin de vous assurer qu'elles sont satisfaites ou continuellement dépassées. Et de la même manière, si cela se poursuit sur une longue période, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais si cela change brusquement, cela va entraîner une variation significative du cours de l'action. Il faut donc toujours comprendre dans quelle situation on achète. Nous parlons toujours de ces quatre éléments. S'agit-il d'une croissance du chiffre d'affaires, d'une augmentation des marges, d'une hausse de la valorisation, ou bien l'entreprise investit-elle avec succès dans ses activités? Sur lequel de ces quatre éléments puis-je m'appuyer? Et cela dépend vraiment des outils que j'utilise dans ma boîte à outils. Oui, c'est une excellente façon de présenter les choses. Pour conclure, nous allons rapidement passer en revue certaines des annonces économiques majeures de ces 2 dernières semaines. Commençons peut-être par la guerre. Elle se poursuit et nous avons vu le prix du pétrole fluctuer considérablement. C'est peut-être une impression personnelle, corrigez-moi si je me trompe, mais il m'a semblé qu'à un moment donné, le marché était suspendu à la moindre information concernant la guerre, qu'elle fasse évoluer les prix de l'énergie ou qu'elle laisse entrevoir une paix potentielle, et qu'il réagissait à chaque nouvelle. Et cela ne semble plus être le cas aujourd'hui. Je ne sais pas si le marché semble s'en lasser ou s'il s'est en quelque sorte résigné à l'idée que cela va probablement durer plus longtemps que prévu initialement, mais que tout finira par s'arranger et que les prix de l'énergie finiront par redescendre. Avez-vous l'impression que le marché réagit différemment à la guerre aujourd'hui par rapport à il y a seulement un mois? Eh bien, sur plusieurs fronts, il y a eu tellement d'informations qu'on en devient un peu insensible. Un cessez-le-feu, puis des tirs à nouveau, puis un autre cessez-le-feu. Bon, cette fois, on va le respecter, ce cessez-le-feu. Les gens commencent tout simplement à ne plus y prêter attention, dans une certaine mesure. Il y a deux ou trois choses intéressantes. Les actions pétrolières ont cessé de baisser. Elles se sont en fait plutôt bien négociées, même si le prix du brut a fluctué. Beaucoup de stocks ont été réduits. On s'inquiète davantage à l'approche de l'été, de l'automne, craignant qu'il y ait une situation critique. Je ne dirais pas que ce risque est vraiment présent sur le marché aujourd'hui. On verra si cela devient plus préoccupant. Comme les Canadiens le savent, Air Canada a déclaré: Ne vous inquiétez pas, nous avons tout le kérosène nécessaire si vous souhaitez vous rendre en Europe. Donc, si l'on doit rappeler cela aux gens, c'est qu'ils s'en préoccupent et que cela pourrait se présenter plus tard dans l'année. Je pense que les actions du secteur de l'énergie indiquent que cette situation va perdurer. Sera-t-elle grave? Je n'en suis pas sûr. C'est un risque qui nous préoccupe. Quant au reste du marché, il y a eu beaucoup de dépenses d'investissement aux États-Unis dans les centres de données, d'autres domaines. L'emploi se porte plutôt bien. On pourrait dire qu'une partie de cette croissance est due à la Coupe du Monde, mais une grande partie concerne le secteur de la santé. Ce ne sont peut-être pas des secteurs durables, mais les surprises sur le front économique ont été un peu meilleures que ce à quoi les gens s'attendaient. L'économie ne s'envole pas à toute allure, mais elle n'est pas en mauvaise posture.
Le Canada est assez solide dans l'ouest, un peu plus atone au centre. Le marché immobilier est en dents de scie. Les ventes de logements sont en hausse, les prix en baisse. Les trois bols de porridge sont présents dans chacun de ces scénarios. Mais dans chacun des cas, nous avons eu un peu moins de porridge froid et un peu plus de porridge chaud, je dirais. Le contexte général a donc été plutôt favorable. Les bénéfices ont été solides, ils ont été fortement concentrés sur une poignée de titres, mais l'ensemble du marché s'est bien comporté. Il n'y a donc pas eu suffisamment d'éléments pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le statu quo s'est donc maintenu, ce qui a été raisonnablement favorable au marché. Oui, j'aime bien l'analogie avec boucle d'or. D'ailleurs, je l'ai utilisé l'autre jour en discutant avec des gens, des investisseurs rencontrés lors de différents voyages. L'idée que les choses semblent se trouver dans le bol juste comme il faut, et c'est exactement là où on veut qu'elles soient. Et puis, de temps en temps, on a une petite nouvelle qui arrive, on a les rapports sur l'inflation des 2 dernières semaines aux États-Unis, et les chiffres sont un peu élevés. Ça vous inquiète et vous voyez les rendements remonter. Puis, vous recevez les rapports sur l'emploi qui sont solides et vont dans le même sens, ce qui fait en quelque sorte monter la température dans le bol. Parfois, quand je réchauffe un bol de porridge au micro-ondes, il chauffe un peu plus que je ne le voudrais même s'il reste dans la fourchette juste comme il faut, mais il est un peu plus chaud que je ne l'aime. Et puis, vous avez quelques autres éléments, comme le PIB canadien, et vous commencez à vous dire, eh bien, c'est peut-être un peu plus froid, ou bien on observe la hausse des prix de l'énergie, la possibilité d'une hausse des taux, ce qui pèse sur l'économie, la croissance économique et potentiellement les bénéfices. Ça, c'est plutôt du côté froid. Mais encore une fois, quand on regarde l'ensemble, comme vous le dites, ça se situe au milieu et ça oscille un peu d'un côté et de l'autre, mais les choses semblent toujours plutôt bonnes. On a envie d'investir. Oui, pour conclure, puisque nous avons eu deux analogies similaires aujourd'hui, je vais emprunter celle de ma mère. Les grands esprits se rencontrent, mais malheureusement les imbéciles sont rarement en désaccord. Oh, quoi, votre mère m'a traité d'imbécile? Non, nous deux, on est clairement dans la catégorie des grands esprits. Très bien. Bon, alors, terminons par ce qui nous préoccupe ici à Toronto cette semaine. La Coupe du Monde commence. Qui est le favori de Stu Cadwell pour le titre de champion du monde? Je sais qui on va encourager, mais ce serait comme acheter une action minière à 1 centime et souhaiter voir monter à 1000 $ en quelques mois. Ce sont à peu près les chances de notre cher Canada. Mais vers qui vous penchez-vous? Heureusement, les gens n'écoutent pas cette émission pour la FIFA. Je m'y connais si peu en football que je l'appelle encore le soccer. Je ne sais même pas sur qui parier. Je dirais le Canada. OK, bon, vous écoutez votre mère. Moi, ma belle-mère est chez nous en ce moment. Elle n'est pas en grande forme. On l'a donc accueillie chez nous. Comme elle est d'origine portugaise et que je suis malin, vous venez de le dire, je ferais mieux de soutenir le Portugal. Et bien sûr, on va encourager le Canada jusqu'à ce moment-là. Mais tout ça est assez excitant. C'est intéressant que de mentionner qu'on constate des impacts sur l'emploi dans l'économie américaine. Et je suis sûr que c'est une excellente chose pour le Canada. Les gens sont vraiment enthousiastes à ce sujet sur le marché et ça ne se reproduira probablement pas de notre vivant. C'est vrai. D'accord, on pourra crier le but pour parler de cette émission, Stu. Et j'espère qu'on n'attendra pas 3 semaines pour notre prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Super, merci Dave. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée.
Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC-GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.